bonjour à tous, je me présente, Clotilde Marcelin. Donc, je suis responsable du tiers-lieu dédié au numérique et à l'innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et donc, nous allons clôturer notre mois autour de la cybersécurité avec notre webinaire de ce jour sur la protection des données de vos clients. Effectivement, ce sont des sujets sensibles que les entreprises doivent vraiment prendre en considération et surtout se mettre à jour au niveau de la RGPD. Donc, nous avons invité notre expert. Je sais pas si vous entendez des échos, en fait. Il faut supprimer votre... Ah, il y en a deux ensuite. Ah. Voilà, merci, il y a un petit problème technique. Donc, je disais qu'effectivement, pour être aux normes RGPD et respecter la loi, il est nécessaire de comprendre certaines notions et de les appliquer surtout dans le cadre de votre activité. Et nous avons invité aujourd'hui donc Madame Christelle Reynaud, avocate à Legal Protect, et qui pourra vous prodiguer justement tous les trucs et astuces, dirons-nous, pour y remédier si vous n'êtes pas encore aux normes et si vous n'avez pas encore saisi l'importance justement de respecter cette loi. Donc voilà, je clôture aussi sur le fait que nous sommes exploitants pour la CCI Martinique du pôle cybersécurité et effectivement, nous attelons à aider les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises de l'île à détecter du coup les failles de cybersécurité qu'on pourrait rencontrer dans le système d'information, mais récemment un site internet. Et grâce à ça, on peut vous mettre en relation avec des partenaires pour vous aider donc, à rectifier ces failles. Et justement, tout cela contribue à la protection des données sensibles de votre activité. Donc, je laisse la main à Christelle Reynaud. D'ailleurs, je la remercie chaleureusement de nous accompagner. Merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bon? Alors, je me présente en effet, Christelle Reynaud. Je suis la fondatrice du cabinet Legal Protect Avocat, qui aujourd'hui est basé en Guadeloupe, mais je suis en train d'ouvrir un secondaire en Martinique qui sera effectif à compter du 1er janvier 2023. Donc, moi, personnellement, pour vous dire quelques mots, je viens, on va dire, du monde de l'informatique, côté juridique, puisque j'étais auparavant dans une entreprise qui s'appelle Accenture, une entreprise de services numériques, SS2I avant. Ensuite, je suis passée chez Atos. Dans ces deux entreprises, je suivais des projets informatiques et ensuite, je suis passée chez Orange Caraïbes en Guadeloupe, où je continuais de suivre des projets informatiques parmi d'autres choses. Donc, forcément, quand le RGPD est sorti, je m'y suis intéressée et je m'en suis fait une spécialité, on va dire. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle DPO, on verra ce que c'est tout à l'heure, donc déléguée à la protection des données, certifiée CNIL AFNOR. Et je fais également de l'audit. Donc, je fais la mission de DPO externalisée, je fais de l'audit RGPD, je fais également de l'accompagnement tout simplement à la mise en conformité en dehors de l'audit et du conseil. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler du RGPD. La thématique a été appelée par la CCI « Protéger les données personnelles de vos clients ». Donc, on va voir effectivement comment protéger ces données personnelles, mais le RGPD est beaucoup plus vaste que ça. Donc, du coup, on va balayer, on va dire, ce règlement en insistant sur la protection des données personnelles des clients et autres. On va dire ça comme ça. Donc, je vais beaucoup parler. Mais l'objectif, c'est aussi que vous posiez des questions parce que ça me permet de me reposer, pour être très franche. Donc, n'hésitez pas à me couper, à poser des questions, que ce soit dans la salle ou en ligne. Et j'y répondrai au fur et à mesure. Et ça permettra peut-être de passer ensuite certaines slides assez rapidement. Il y a beaucoup de slides. Il y a des choses que je vais passer rapidement parce qu'on n'a qu'1 heure et demie. Je ne pourrai pas tout dérouler. Oui.
Non, c'est un document résumé qui sera disponible avec déjà pas mal d'informations. Mais par contre, je vous autorise à prendre des photos de certaines slides. J'ai attiré votre attention sur certaines slides en disant que vous pouvez prendre une photo parce que ce sont des slides importantes. Donc, n'hésitez pas à prendre des photos, il n'y a pas de souci. Et c'est enregistré, par contre, si j'ai bien compris, donc vous pourrez réécouter. Voilà. Par mail, il sera disponible sur le réseau de la société. Je vous enverrai le lien par mail. Donc, tout d'abord, juste quelques éléments de langage. Le RGPD, c'est quoi? C'est le Règlement général sur la protection des données. C'est issu d'une directive européenne qui date de 2016. Et l'idée, donc, il est rentré en vigueur en 2018, le 25 mai 2018. Et l'idée, c'était de laisser 2 ans aux entreprises pour se mettre en conformité. Sauf qu'on sait bien que pas grand monde ne l'a fait. Et encore aujourd'hui, on est en 2022, il y a encore peu d'entreprises qui sont en conformité. On a les grandes entreprises qui sont en conformité. Il faut savoir que la CNIL commence à s'intéresser aux Antilles-Guyane, puisque récemment, elle a mis en demeure l'ensemble des collectivités territoriales d'avoir à nommer un DPO. On le verra tout à l'heure, c'est une obligation pour tout ce qui est administration publique. Donc, la CNIL a mis en demeure ces collectivités Antilles-Guyane. Il y en a certaines qui se sont mises en conformité, dont la commune du Robert en Martinique, mais pas toutes. Donc, du coup, elle a envoyé une deuxième communication en disant qu'elle allait avoir une sanction. On verra tout à l'heure quelles peuvent être les sanctions si ces collectivités ne nomment pas un DPO. Ça peut être un salarié. Ça peut être un salarié. On verra tout à l'heure, il faut qu'il ait quand même certaines aptitudes. Donc, soit il les a pas du tout et il se forme, soit il a déjà une partie des aptitudes et se forme à l'autre partie parce qu'il y a un aspect technique et un aspect juridique. Donc, voilà, il faut qu'il ait ces aptitudes-là. Donc, entrée en vigueur le 25 mai 2018. Et ça s'applique à quoi? Ça s'applique à ce qu'on appelle les traitements automatisés. Quand on va dire traitement automatisé, ça va être tout ce qui est informatique. Donc, tous les logiciels que vous utilisez, même un tableur Excel, un tableau sur Word, tout ce qui va être informatique, on va parler de traitement automatisé. Mais ça s'applique également au traitement non automatisé de données à caractère personnel. Donc, le traitement non automatisé, c'est tout ce qui va être papier. Du coup, il ne faut pas oublier que quand on parle de RGPD, de protection des données, on parle aussi bien de protection des données informatiques que de protection des données papier. Donc, quand on va pas parler sécurité, il faudra penser aux deux et pas seulement à la sécurité du système d'information. Donc, pourquoi on a légiféré? L'idée, c'était de protéger le citoyen européen, bien sûr. À la base, c'était contre les grands Google, Amazon, ce qu'on appelait les GAFA, qu'on appelle des GAFAM aujourd'hui. Donc, contre Google, Amazon, Facebook, Apple, contre ces grosses structures-là. Mais ça a été étendu à tout le monde parce que finalement, nos données, elles circulent partout. Moi, j'ai des données sur mes clients, vous avez des données sur vos clients, sur vos salariés. Nos données circulent partout. On peut être amené à communiquer ces données-là à l'extérieur. Donc, il faut que les personnes dont on collecte les données sachent à qui je vais transférer leurs données. Donc, ça, c'est important à retenir. On va le voir tout à l'heure, mais c'est la notion d'information. Toujours informer les personnes dont on traite les données, qu'est-ce qu'on en fait et à qui on les transmet. Et l'idée du RGPD, c'était de responsabiliser. Avant le RGPD, on avait la loi informatique et liberté qu'on a toujours, qui a été mise à jour du RGPD. Et avec la loi informatique et liberté, on devait déclarer des traitements. Donc, quand on avait des traitements au sein d'une structure, on déclarait à la CNIL un nouveau logiciel qu'on utilisait pour traiter des données. On était dans un système de déclaration. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce système de déclaration, on est dans un système de responsabilisation. Donc, c'est à vous, en interne, de prendre les dispositions qu'il faut pour vous mettre en conformité avec ce texte. Parce que demain, vous pouvez avoir un contrôle de la CNIL et les sanctions qui vont avec. Donc, c'est vraiment se responsabiliser. On va parler, vous allez voir, au cours de la présentation, on va parler d'accountability. C'est ça qui est la responsabilisation. Ça va consister à pouvoir démontrer qu'on s'est mis en conformité ou qu'on est en train de se mettre en conformité. Parce que, je le dirai plusieurs fois, mais la conformité 100% conforme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne ne peut être 100% conforme. Quand un consultant vient vous voir et vous dit « je vais vous mettre un tampon conforme RGPD sur votre structure », c'est faux. Ce n'est pas possible.
Donc, mais vous êtes dans une démarche de mise en conformité, vous avez compris les règles, vous les mettez en œuvre, mais le risque zéro n'existe pas tout simplement parce qu'on a des salariés et qu'on ne peut pas contrôler tout ce que font les salariés. Donc, éléments de langage, données, je passe parce que c'est très juridique, mais ce qui est important à retenir ici, c'est la définition de données à caractère personnel. Donc, ça va être toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Et là, c'est la parenthèse qui est importante. Donc, identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Donc, du coup, on se rend compte que ce n'est pas simplement le nom-prénom. Souvent, on pense, bah, moi, je ne traite pas de données personnelles, je ne traite pas de nom-prénom. Maintenant, parce qu'en fait, il y a d'autres données que le nom-prénom qui vont permettre d'identifier une personne. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples qui vous viennent à l'esprit comme ça? Oui, le numéro. Mhm. 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 Numéro d'assuré. Mhm. Le RIB. Le plus important. Et le visage. Le visage est une donnée personnelle. L'empreinte, moi j'allume mon ordi avec mon empreinte génétique, c'est une donnée personnelle. Donc c'est vraiment tout ce qui va permettre d'identifier une personne. Une adresse IP de l'ordinateur est une donnée personnelle. C'est pour ça qu'il y a eu à un moment, il y a eu la CNIL qui a déclaré que le site Google Analytics n'était pas conforme RGPD parce qu'il collecte votre donnée. Et voilà, et a volé ces données personnelles avec des adresses IP. Donc, du coup, non, la CNIL, c'est l'autorité de contrôle en France. Et justement, quand on parle des États-Unis, là, je vous ai mis quelques exemples et je passe rapidement parce qu'on y reviendra tout à l'heure. La vidéosurveillance, la badgeuse, c'est un traitement de données. Mais oui. Et donc, quand on parle de traitement de données, c'est vraiment toute la vie de la donnée depuis la collecte jusqu'à sa destruction. Donc, par exemple, une société de maintenance informatique, souvent, la réponse qu'ils me font, c'est « mais non, nous, on n'est pas concernés, on ne collecte pas de la donnée, on ne fait que la voir et on ne l'utilise même pas ». Sauf que le simple fait d'accéder à la donnée fait qu'il s'agit d'un traitement parce que c'est dans la durée de vie de la donnée. Donc, ils sont concernés, ils sont même en première ligne avec le RGPD, au point tel qu'il y a 2 ans, la CNIL a fait des contrôles de toutes ces sociétés de maintenance informatique en métropole, parce que justement, ils ne se considéraient pas concernés alors qu'ils le sont au premier plan, parce que c'est eux qui vont ouvrir la porte, en quelque sorte, de mon système d'information. Ils vont venir, ils vont faire de la maintenance, ils vont se connecter par TeamViewer pour certains, ils vont ouvrir une porte chez moi, en fait. Donc, ce sont eux qui sont les premiers, on va dire, concernés pour tout ce qui est traitement de données automatisées. Ensuite, tout à l'heure, vous parliez des États-Unis. Le RGPD, il va s'appliquer aux citoyens européens où qu'ils se trouvent. C'est pour ça qu'en 2018, on a tous reçu un mot de Facebook, enfin tous ces sites américains, qui nous disaient « nous nous sommes mis en conformité RGPD, si joignent nos nouvelles conditions générales, mise à jour du RGPD ». Parce que bien qu'ils soient américains, ils ont l'obligation de se mettre en conformité avec le RGPD. Aux États-Unis, ce n'est pas le RGPD qu'ils ont, ils ont autre chose qui s'appelle le Privacy Shield. Il faut savoir que ce Privacy Shield a été invalidé par la CNIL. La CNIL considère que ce n'est pas une protection suffisante. Voilà. Donc, du coup, ces organismes américains, ils doivent se mettre en conformité avec ce texte s'ils veulent pouvoir continuer de traiter les données de citoyens européens. Non, 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 loin de là. Je passe rapidement ces slides-là juste pour en venir un petit peu aux acteurs du RGPD. En fait, vous avez le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est qui? C'est ma structure, c'est une société. Là, on va parler, qui est soumis au RGPD, en fait, ce sont les structures, qu'elles soient entités publiques ou entités privées. Mais ce ne sont pas les personnes physiques. Moi, je ne suis pas concernée personnellement par le RGPD. Je n'ai pas l'obligation de respecter le RGPD. Moi, Christelle Reynaud, personne physique. Moi, Christelle Reynaud, Legal Protect Avocat,
j'ai l'obligation de respecter le RGPD. Donc, du coup, le responsable du traitement, ça va être votre structure, votre entreprise. À côté du responsable de traitement, vous allez avoir, peut-être, ce n'est pas toujours le cas, ce qu'on appelle un responsable conjoint de traitement. En fait, il est plus qu'un sous-traitant. Le sous-traitant, c'est celui, par exemple, qui va développer votre logiciel, votre site Internet. C'est un sous-traitant, il peut accéder à de la donnée personnelle parce qu'il va avoir toutes les personnes qui s'inscrivent sur votre site. C'est un sous-traitant, il n'a pas décidé avec vous de ce qu'il allait mettre en place. Le responsable conjoint de traitement, en fait, il a décidé avec vous. C'est-à-dire que vous avez fait appel à ses services, ça peut être une société de développement d'applications, par exemple, et vous avez décidé avec lui, on va mettre telle chose en place, on va traiter telle donnée pour telle raison. Il participe à la décision. Dans ce cas-là, il est responsable conjoint de traitement. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il aura une responsabilité plus grande qu'un simple sous-traitant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sous-traitant, il a également une responsabilité. Et en plus, si vous n'avez rien prévu dans vos contrats avec cette personne-là, vous avez une responsabilité solidaire avec lui. Votre sous-traitant fait une bêtise, vous payez. Voilà. S'il n'y a rien de prévu dans le contrat. Donc, il est très important de revoir les contrats. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner avec des sous-traitants sans contrat. Il faut absolument un contrat, et un contrat qui définisse les responsabilités, les obligations de chacun. Et c'est important parce qu'il y a une sanction importante. Outre les dommages et intérêts que vous pourrez avoir à payer à une personne dont on aura volé les données, par exemple, vous pouvez avoir une sanction de la CNIL, vous pouvez avoir une sanction pénale, ça s'ajoute. Les banques sont équipées aussi. Les banques sont équipées, sont occupées de ce dispositif. Les banques sont soumises à ce dispositif. Oui, elles sont soumises à ça. Et elles sont censées avoir des contrats avec leurs sous-traitants. Si elles n'ont pas de contrat avec les personnes qui développent leur site Internet, elles sont en faute. Elles sont en faute, elles peuvent avoir une sanction pour ça. Donc, il faut vraiment avoir un contrat avec son sous-traitant et encore plus avec son responsable conjoint de traitement qui définisse bien les responsabilités des uns et des autres. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui doivent respecter le RGPD. À côté de ces personnes-là, vous allez avoir le destinataire des données. C'est à qui je vais transmettre les données. Moi, je suis la CCI. La CCI va vendre ses fichiers. Elle va transférer ses données à ses adhérents ou aux personnes qui les demandent. Donc, ce sont des destinataires de données. Et moi, entreprise, je dois savoir que la CCI peut transmettre mes données à quelqu'un d'autre. C'est l'information. Ensuite, il y a les personnes concernées, donc toutes les personnes physiques. Et la CNIL, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'autorité de contrôle, en fait, celle qui va surveiller tout ce système-là et celle qui va sanctionner, surtout. Slide à prendre en photo, c'est celle-ci. En fait, cette slide-là, elle vous résume. Ça vous dit quelque chose? À chaque formation, je dis aux gens de la prendre en photo, donc c'est possible qu'elle circule. Donc, cette slide-là, c'est celle qui vous indique les 6 grands principes du RGPD. Tous ces principes-là sont soumis à une sanction. Donc, c'est tous ces principes-là qu'il va falloir respecter quand on va traiter de la donnée personnelle de clients, bien sûr, mais ça peut être de la donnée personnelle de mes salariés, ça peut être de la donnée personnelle de mes fournisseurs également, parce que souvent, les entreprises disent « moi, je ne fais que ce qu'on appelle du B2B. Je ne travaille pas avec des personnes physiques, je ne travaille qu'avec des particuliers, donc je ne suis pas concernée. » Maintenant, parce que chez mon fournisseur, je vais avoir des personnes physiques dont j'aurai le numéro de téléphone, par exemple, dont j'aurai l'adresse email nominative. Donc, forcément, je suis concernée par le RGPD, même si je ne travaille qu'avec des clients professionnels, parce que j'aurai toujours de la donnée personnelle. Donc, ça va s'appliquer aux données clients, données fournisseurs, données salariés, données prestataires, enfin vraiment toutes les données personnelles que j'ai dans mon système et dans mes données papier, dans mes documents papier. Le tout premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de licéité, loyauté, transparence. En fait, pour résumer, ça veut dire tout simplement que je dois informer. Donc, personne ne coupe à ce premier principe. Je dois informer les personnes dont je traite les données, pourquoi je les collecte, à quoi elles vont servir ces données, à qui je vais les transmettre, combien de temps je vais les garder et dans quel délai je vais les détruire ou les archiver.
Je dois informer. Ça, c'est obligatoire. Souvent, on va y revenir tout à l'heure, souvent l'information, elle est confondue avec le consentement. Donc, on va vous dire, il faut demander le consentement de la personne dont vous collectez les données. Non, vous n'avez pas demandé le consentement. On verra tout à l'heure dans quel cas on doit demander le consentement. Par contre, on doit toujours informer. Pour vous, on peut informer comment? Une? Tout à fait. Tout à fait. C'est un des meilleurs moyens quand on a un site Internet. C'est le premier moyen, c'est d'informer. On a ce qu'on appelle, sur le site Internet, il y a plusieurs documents qui sont obligatoires. Donc, il y a les mentions légales et il y a ce qu'on appelle la politique de confidentialité. Donc, c'est dans la politique de confidentialité qu'on va mettre cette information-là. Et quand on a des salariés, on les informe comment? Le contrat, tout simplement. Voilà, le contrat. Dans tous les contrats, tous nos prestataires, voilà. Et normalement, dans les contrats, dans vos nouveaux contrats, s'ils ne sont pas à jour, il faut le faire. Si vous avez des salariés, il faut leur faire un avenant avec la clause protection des données personnelles. Et là, vous dites que vos données sont collectées pour telle et telle raison, elles peuvent être transmises à telle et telle personne, etc. Vous pouvez exercer vos droits à telle adresse email, par exemple. Donc, toujours informer. Donc, contrat ou site Internet. Ou alors de l'affichage. Ça peut être aussi de l'affichage. Par exemple, quand je fais de la vidéosurveillance, je traite de la donnée personnelle. Donc, je vais avoir mon petit écriteau en dessous de ma vidéosurveillance. Ces données sont collectées par un système informatique. Elles seront conservées 1 mois, parce que là, du coup, la durée de conservation des images de vidéosurveillance, c'est 1 mois. Elles seront conservées 1 mois. Seuls y ont accès le directeur de l'établissement. Par exemple, c'est la notion d'information. Ça, c'est la première notion. Il n'y a pas de questions en ligne? Non, il n'y en a pas. D'accord. La deuxième notion, c'est la limitation des finalités. Ça veut dire que si je vous dis, aujourd'hui, imaginons que je vous ai fait remplir une feuille d'émargement et je vous dis, je collecte vos données pour savoir qui a participé à la formation. Mais je ne vous dis pas, je collecte vos données pour vous vendre mes services parce que j'ai noté que vous étiez intéressé. Dans ce cas-là, si je ne vous ai pas prévenu à l'avance, je ne suis pas censée utiliser ces données pour ça. Il y a un bémol dont on parlera tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est je collecte des données pour une raison X, je ne peux pas les utiliser pour une raison Y si je n'ai pas prévenu avant. Ensuite, la minimisation des données, c'est simple, c'est-à-dire que je n'ai pas collecté des données dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de savoir si monsieur et madame sont mariés. Je ne vais pas leur demander s'ils sont mariés. Voilà. C'est important parce que du coup, si j'ai collecté des données dont je n'avais pas besoin et que j'ai une réquisition judiciaire, c'est-à-dire que le tribunal a dit aux gendarmes qu'ils peuvent aller voir telle entreprise pour demander quelles données ils ont sur telle personne, je donne cette donnée-là que je n'étais pas censée avoir, ça peut se retourner contre moi. Donc, il faut ne pas collecter des données dont je n'ai pas besoin. Quand on est sur de l'informatique, souvent, ce qu'il faut demander à l'éditeur du logiciel, si on sait que cette donnée-là, on n'en aura pas besoin, c'est de griser, en fait, pour s'assurer qu'elle ne soit pas saisie. Toujours sur l'informatique, souvent, on a ce qu'on appelle des zones de libre commentaire. Et là, on peut entrer tout et n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, Ikea, quand il recrutait, dans la zone de libre commentaire, il notait candidat noir. En plus, c'est une donnée raciale complètement interdite. Mais voilà, il se retrouvait à saisir des données. Donc, il ne respectait pas ce principe. Et en plus, il saisissait des données interdites. Donc, c'est encore pire. Ensuite, il y a le principe de l'exactitude. Pareil, là, ça peut nous mettre en difficulté. Ce principe-là, il signifie que en tout temps, les données que j'ai sur quelqu'un, dans mes systèmes, dans mes placards, doivent être exactes. Si mes données ne sont pas exactes, et le même exemple, j'ai une réquisition judiciaire, je ne sais pas, moi, je suis Orange, on me demande l'adresse, j'ai une réquisition judiciaire, on me demande l'adresse de telle personne. Je donne l'adresse est fausse. Pareil, je peux être sanctionnée pour ça, parce que mes données n'étaient pas exactes et j'ai fait perdre du temps à la justice, en quelque sorte.
Et ça, comment on va faire? Ben, tout simplement, on va mettre des envois d'emails réguliers, par exemple, en demandant merci de mettre vos données à jour si on a des clients. Merci, tous les 3 mois, on leur envoie un email automatique. Merci de mettre vos données à jour pour s'assurer que mes données sont tout le temps exactes. Il peut se trouver qu'à un moment, elles ne soient pas exactes, mais si je peux démontrer à la CNIL que j'ai mis un process en place pour s'assurer que mes données sont exactes, ma sanction disparaîtra ou sera moindre. Je n'aurai pas de sanction financière ou simplement un avertissement, par exemple. Mais il faut que je démontre. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'accountability et qu'on voit au milieu. Démontrer que j'ai fait quelque chose. Ensuite, la limitation de la conservation. Là, c'est la durée. Chaque donnée a une durée de vie. Une durée de vie légale quand il y a des textes. Et s'il n'y a pas de texte, une durée de vie raisonnable. La durée de vie, la complexité de ce principe, c'est que normalement, il n'y a pas de bible des durées de conservation, mais la CNIL en a fait une qu'elle est en train de refaire. Donc, allez régulièrement sur le site de la CNIL, regardez ce document, je crois que ça s'appelle référentiel des durées de conservation. Et là, vous avez des informations sur les salariés, les données des salariés, combien de temps je dois les conserver, les données de mes prospects, la vidéosurveillance, les listings d'appels, etc. La CCI vous indique ces durées-là. Donc, elle vous met l'information, la durée et le texte de référence. Si vous ne connaissez pas la durée ou s'il n'y a pas de durée légale, c'est une durée raisonnable. Vous devez vous poser la question, OK, je collecte cette donnée-là, il n'y a pas de durée légale, ce n'est pas une donnée salariée, par exemple. Combien de temps j'estime que je devrais la conserver? C'est le temps au moment, enfin, c'est selon mon besoin. Donc, je sais que j'aurai besoin de cette donnée-là pendant 1 an parce que je vais la regarder pendant 1 an. Mais je sais qu'après 1 an, je ne la regarde pas. Je n'en ai plus besoin. Dans ce cas-là, je dois la supprimer. Donc, c'est ce qu'on appelle la limitation de conservation. Là aussi, pour reprendre mon exemple avec Orange, les opérateurs téléphoniques doivent conserver les données des appels pendant un certain temps. Je ne sais plus si c'est 1 mois, je ne me souviens plus, mais on va dire c'est 1 mois. J'ai une réquisition judiciaire, les gendarmes viennent, ils me demandent le listing des appels passés par cette personne-là sur 3 mois. Moi, j'ai conservé, je n'ai pas respecté ma durée d'1 mois, j'ai tous les appels depuis non, et je donne ça à la gendarmerie. Sur la base de ce fichier-là, la personne est condamnée parce qu'on constate qu'elle a harcelé sa femme depuis 3 ans, par exemple. Donc, cette personne est condamnée. Cette personne peut se retourner contre l'opérateur téléphonique parce qu'il n'aurait pas dû avoir ces données-là dans son système. Donc, ça peut aller loin. Et le 6e principe, qui n'est que le dernier, c'est pour ça que je dis, quand on parle de protection des données, je vous avais dit, c'était limité parce que le RGPD, ce n'est pas que la protection des données, c'est vraiment tout ça. Et la sécurité des données, c'est le 6e principe. Donc, en effet, je dois garantir la sécurité de mes données informatiques comme de mes données papier. Donc, on va voir tout à l'heure comment garantir cette sécurité. Au milieu de tous ces principes, il y a le principe d'accountability. Donc, c'est que je peux démontrer à la CCI que je me suis mise en conformité. Je vais donner quoi à la CCI? Je vais donner la politique de confidentialité de mon site Internet. Je vais lui donner mon registre de traitement dont on parlera tout à l'heure. Je vais lui donner mon process d'exactitude, ma politique de gestion des données en interne, mon tableau d'émargement, parce que je suis censée sensibiliser l'ensemble de mes salariés, donc mon tableau d'émargement de tous mes salariés qui ont suivi la formation. Donc, tout ça, c'est démontrer à la CNIL que je suis responsable et que je fais le nécessaire et que je suis dans une démarche de mise en conformité. C'est important de le faire parce qu'encore une fois, ça va diminuer la sanction si jamais il y a une sanction un jour. Ou ça va même la faire disparaître la sanction pécuniaire pour ne passer qu'à une sanction comme un avertissement, une mise en demeure, etc. Donc, c'est important de faire au moins le minimum, on va dire. Vous ne pouvez pas tout faire parce que des fois, il y a des choses qui ont un coût, mais faites au moins le minimum. Pas de questions jusque-là? En ligne non plus? Non. OK.
Donc, on continue. Bon, ça, je passe rapidement parce que c'est ce qu'on vient de voir, c'est des questions que je dois me poser. En tant que mesure de sécurité, qu'est-ce que dit le RGPD? Donc là, je vous lis la phrase parce qu'il faut la lire pour la comprendre. Prendre toute précaution utile pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, que des tiers autorisés ou que des tiers non autorisés y aient accès. Le RGPD, il donne des exemples. Comment assurer cette sécurité-là? Par exemple, la pseudonymisation des données. Donc, je n'aurai pas de nom-prénom, par exemple, j'aurai un pseudonyme. Je ne trouve pas cette mesure spécialement efficace. Le chiffrement des données. Donc, ça, c'est efficace, mais ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est cher de faire chiffrer des données. Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la résilience constante des systèmes et des services de traitement. Donc, par exemple, pour un site Internet, tout simplement, ça va être le HTTPS. Donc, j'ai un site Internet qui va être sécurisé. L'intégrité, comment je m'assure qu'on ne déforme pas en quelque sorte mes données? Ça va être de mettre des pare-feux sur mon système. Ça va être d'utiliser du VPN ultra sécurisé quand j'ai une connexion extérieure. La disponibilité, c'est s'assurer que mes données soient en tout temps disponibles. Donc, comment je fais ça? Si jamais j'ai un crash sur mon système, je sais que j'ai une sauvegarde par ailleurs que je peux récupérer sur un autre serveur. Donc, du coup, mes données sont disponibles. Même si mon premier système a crashé, j'ai une sauvegarde récurrente que je retrouve sur un autre serveur et je n'ai rien perdu. Disponibilité des données. Est-ce que c'est comme ça, par exemple, je suis dans une entreprise possède des dispositifs d'informatique. Moi, je viens avec mon ordinateur dans l'entreprise. Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils sont un petit peu plutôt réceptifs de ne pas vouloir un appareil de l'extérieur? Oui, c'est pour cette raison, parce que déjà, vous faites rentrer un élément extérieur. Donc, si vous vous connectez sur un outil, sur une imprimante qui est connectée ou quoi que ce soit, vous pouvez déjà viruser tout ce qu'il y a et ouvrir une porte. D'autre part, normalement, vous êtes censé utiliser les outils de l'entreprise, notamment les outils métiers qu'ils mettent à votre disposition et ne pas avoir vos propres outils, vos propres tableurs Excel sur votre poste. Parce que si chaque salarié, donc on met à la disposition du salarié une base de données et le salarié il se dit, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, je vais extraire ce dont j'ai besoin et je garde ça sur mon outil. Sauf que si demain, vous faites voler votre poste personnel, il y a toutes les données en fait de l'entreprise dessus. Exactement. Donc, tout ce qui va être collaboratif, qui va permettre de partager de la donnée et de ne pas avoir de la donnée en propre sur son PC, ce sont des mesures de sécurité. Donc, oui, c'est pour ça. Donc, des moyens permettant de rétablir les disponibilités, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et une procédure visant à tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques. Ça va être quoi? Ce que je crois que la CCI propose, la Suite Californie, je crois que vous faites des tests d'intrusion. Oui, des cybersécurité. D'accord. Donc, typiquement, c'est le minimum à faire pour voir est-ce que j'ai des portes ouvertes, des défaillances chez moi, en fait. Donc, elle va expliquer, il y a plusieurs types de tests, mais oui, il faut en passer par là. Donc, du coup, le RGPD, il a élargi la sécurité en intégrant les risques menaçant la disponibilité des données. Donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup parler dans le RGPD de sauvegarde des données. Donc, ça, je passe, on a parlé de la pseudonymisation. Les Pet Privacy Enhancing Technologies, c'est le chiffrement, la gestion des droits d'accès. La gestion des droits d'accès, c'est-à-dire que je vais créer des groupes utilisateurs. Si j'ai une grande entreprise, je vais créer des groupes utilisateurs, même par exemple une clinique. Les soignants auront le droit d'accéder aux informations concernant la pathologie du patient. Par contre, les secrétaires n'ont pas le droit de voir ces informations. Donc, je vais créer des groupes et je vais dire tel groupe, il va voir telles informations de ce logiciel-là et tel autre groupe, il va voir telle information. C'est aussi une règle de sécurité de diviser en fait les groupes et de diviser qui a accès à quoi. C'est ce qu'on appelle la gestion des accès. Tagging des données, j'en parlerai pas, je pense, parce que je ne connais pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous savez.
mais c'est une des règles qui est citée par le RGPD, le tagging des données. La mise en place de règles de développement des applications. Donc là, c'est pour toutes les entreprises qui font des applications et des sites Internet. Qu'est-ce qu'elles mettent comme règles de sécurité en place quand elles développent l'application? En sachant que le RGPD parle de ce qu'on appelle la privacy by design. En fait, c'est s'assurer qu'on a mis en place ces règles de sécurité dès le début. Et ce n'est pas en cours de projet que je dois me demander, ah mince, est-ce que je suis sûre que mon système est sécurisé? Pour, par exemple, une adresse mail, je veux sécuriser mon adresse mail afin de pouvoir avoir la possibilité de sécuriser son adresse mail quand on se retrouve à rédiger un mail et l'envoyer et aussi de réceptionner. Ça se passe comment? Alors là, je pense que vous parlez plutôt de chiffrement du mail. Chiffrement? Je pense que c'est ça. C'est déconnecter le mail. Mhm. Le mail est envoyé avec sécurité. Il n'y a pas de Ah, menace qui puisse être réceptionnée à l'envoi. Alors là, je ne vois pas de quoi vous Il parlez. me semble qu'il y a une protection Du mail. Ben, ça, il faut voir en fait avec tout ce qui est des hébergeurs en fait. C'est des hébergeurs qui vont vous mettre à disposition des outils de sécurité spécifiques. Donc, si vous avez votre messagerie est sur OVH, sur Outlook, sur Exchange, donc, en effet, ils peuvent mettre à disposition des sécurités spécifiques. Après, sur les mails, vous avez aussi, par exemple, pour vous assurer que la personne qui envoie le mail n'est pas un robot, entre guillemets, vous avez un outil qui s'appelle Mail in Black, mais c'est MIB. Et cet outil-là, en fait, la personne, quand elle vous envoie un mail, elle reçoit un email en réponse disant « Merci de démontrer que vous n'êtes pas un robot ». Comme ça empêche tout ce qui est spam, phishing, etc. Ensuite, les règles d'architecture des systèmes. Donc, pareil, là, ça va être le prestataire qui va mettre en place tout votre système d'information. Il va mettre en place des règles spécifiques de sécurité pour assurer la sécurité de votre système. Il va notamment s'assurer s'il y a des applications qui sont synchronisées, par exemple, que quand vous allez supprimer les données d'une application Y qui était synchronisée avec l'application X, qu'elle soit supprimée des deux. Comme ça évite des oublis. C'est des règles d'architecture qu'il faut voir avec votre prestataire. La minimisation, on en a parlé. La demande de certification, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'aurez pas un tampon. Mon entreprise est certifiée conforme RGPD. Par contre, vous pouvez avoir un tampon. Mon outil de gestion de la commande client est conforme RGPD et certifié RGPD. Là, ce sont comme un espèce d'audit qu'on va passer avec des organes certificateurs, entre guillemets. Aujourd'hui, ça se fait au niveau de l'Europe. La CNIL n'a pas encore agréé d'organes certificateurs, mais il y a des organes certificateurs en métropole qui sont agréés par ce qu'on appelle le CEPD, donc l'organisme qui est au-dessus de la CNIL. Mais c'est juste un process, ça ne peut pas être une entreprise. Ce qui est très efficace, n'empêche, commercialement. Parce qu'en fait, le RGPD, il faut aussi le voir comme un outil commercial. C'est-à-dire le fait de dire aujourd'hui, moi, je suis conforme RGPD, mon outil est conforme RGPD, mon outil a été certifié conforme RGPD, c'est un outil de vente supplémentaire. Donc, il faut aussi le voir comme ça, pas simplement pour l'outil, mais même pour sa structure, quand on va dire, voilà, je suis dans une démarche de conformité RGPD, c'est un outil de vente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les cahiers des charges pour les marchés publics, il y a cette obligation d'avoir mis en place une certification, une conformité RGPD. Donc, il faut vraiment le voir comme, en effet, c'est contraignant, mais comme un outil qui va vous permettre de vendre votre produit, de vendre votre service, un outil supplémentaire. Parce que vous allez forcément passer, au moins sur les marchés publics, quand vous allez démontrer, par exemple, que vous avez votre DPO, que vous avez nommé votre DPO, vous allez passer devant quelqu'un qui n'a rien mis en place. Donc, c'est important aujourd'hui de faire le minimum. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, comme je l'ai dit, mais le minimum. Ce n'est pas la CNIL, c'est le CEPD qui désigne des organismes certificateurs, on dit. Mais aujourd'hui, c'est au niveau du CEPD. Ce n'est pas encore au niveau de la CNIL, mais ça viendra au niveau de la CNIL. Alors là, c'est juste un audit en fait, qu'on va faire de votre outil pour voir si vous avez bien mis en place toutes les règles de sécurité. La formation spécifique à faire, c'est plus pour la partie déléguée à la protection des données, je pense.
ou référent RGPD. Pour toujours la sécurité des données, donc vous avez 3 catégories d'atteintes. C'est l'atteinte à la confidentialité ou la propriété des données, ce sont les fuites ou les vols de données. L'atteinte à la disponibilité des données, c'est la destruction ou le chiffrement frauduleux. Et l'atteinte à l'intégrité des données, là, c'est de l'altération des données. Vous avez 3 catégories de valeurs qui sont à protéger. C'est ce qu'on appelle le patrimoine informationnel ou la réputation de l'organisation. Donc, on va essayer de garantir l'exclusivité des données en conservant confidentielles ou à diffusion très restreinte et maîtrisée. Donc, c'est pour ça que dans tous vos contrats, vous allez avoir une clause sur la confidentialité des données, notamment. Donc, ça, c'est protéger le patrimoine informationnel ou la réputation de l'organisation. La poursuite de l'activité, c'est la disponibilité dont je vous parlais tout à l'heure. Et la pérennité, c'est protéger l'intégrité et la qualité des données qui sont nécessaires à mon fonctionnement. Et ce qui est redouté, c'est l'accès illégitime aux données, les tiers non autorisés, mais également la destruction non souhaitée. Et quand on dit destruction non souhaitée, quand le RGPD parle de viol de données, ce n'est pas seulement l'accès illégitime aux données, mais ça va être également la destruction non souhaitée. Donc, ça peut être un incendie, une inondation, j'ai perdu toutes mes données papier. Voilà, exactement, exactement. OVH a subi ça il y a 2 ans maintenant, je crois. Il y a 2 ans. Donc, j'ai perdu toutes mes données. Est-ce que j'avais mis quelque chose en place? Est-ce que j'avais mis une redondance en place? Donc, ça, c'est ce qu'on craint. Et également, la modification non autorisée des données. Là, je vous ai donné l'exemple des données de santé. Vous êtes une clinique, quelqu'un s'introduit dans vos systèmes, vous avez, je ne sais pas moi, un cancer, et il s'amuse à modifier les pathologies, on vous donne un traitement qui n'est pas adapté. C'est ce qu'on appelle la modification non autorisée des données. Donc, la sécurité que vous allez mettre en place, c'est pour traiter ces événements-là. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place contre l'accès illégitime aux données? L'usurpation d'informations relatives à l'identité, par exemple. Qu'est-ce que je mets en place? Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? En général, c'est un antivirus, un pare-feu, des règles de sécurité d'accès à la donnée. La destruction non souhaitée, pareil. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que mes données ne soient pas détruites? Si je parle de données papier, c'est un système incendie. Avant, quand on avait les tours informatiques, tout le monde avait sa tour à terre. C'était la mesure de sécurité consistait à la mettre en hauteur. Et la modification non autorisée, donc pareil, je vais avoir une journalisation. Qui a accédé à mes données, à quel moment et a fait quoi? Donc, mettre en place la journalisation de l'accès à mes données. Les sources du risque, ça peut être la source humaine ou la source naturelle. La source naturelle, c'est notamment pour tout ce qui va être papier, mais également pour tout ce qui va être machine qui ne résiste pas au choc. Souvent, j'ai des prestataires qui vendent des boîtes, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on fixe au sol pour la sauvegarde. Mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit suffisamment sécurisé parce que eux, leur argument, c'est de dire en cas de tremblement de terre, je peux retrouver mes données, ma sauvegarde, elle est là. Si je déblaye tout ce qu'il y a, je peux retrouver mes données. Moi, je ne trouve pas que ce soit suffisamment sécurisé, et la CNIL préconise en fait de la sauvegarde externe. Soit on utilise le cloud, soit on fait appel à des data centers protégés, sécurisés. Ici, sur les Antilles, je crois qu'il y a Canal+ qu'on a, il y a plusieurs, il y a Dauphin Télécom aussi qui en fait. Donc, il y a plusieurs data centers sécurisés. Le cloud permet d'avoir une sauvegarde de ces données. Mais il faut s'assurer que le prestataire cloud, il ait également une redondance. Ou est-ce qu'il lui-même, il va sauvegarder les données? OVH, par exemple, quand ils ont eu le souci, il y a certains sites, parce que c'est un service payant, la redondance, il y a certaines personnes qui avaient hébergé leur site sur Internet, sur OVH, mais qui n'avaient pas fait appel à la redondance. Donc, du coup, ils ont perdu leurs données parce qu'il n'y avait pas de redondance sur un autre serveur, sur autre chose. Donc, la sécurité, ça a un coût, en fait. Et le problème, on va le voir tout à l'heure, que si on a essayé de faire des économies, on sait que ce système-là permet de sécuriser, mais on se dit, c'est trop cher, je vais faire une économie là-dessus. C'est un critère aggravant pour la sanction. La CNIL considère que vous avez souhaité gagner de l'argent, faire une économie, en ne mettant pas en place la sécurité qu'il faut.
C'est aggravant, c'est un critère aggravant. Donc, pour sécuriser mon traitement, qu'est-ce que je dois faire? Adopter des mesures physiques, la sécurité de mes locaux. Ce n'est pas seulement des locaux, mais ça peut être aussi du bureau. J'ai de la donnée papier, de la donnée patient. Comment je sécurise ma donnée patient? Est-ce que tout le monde peut rentrer dans le bureau où j'ai mes classeurs avec de la donnée patient? Si tout le monde peut le faire, il faut que je mette en place quelque chose. Il faut que je mette en place une badgeuse qui pourra accéder à cette porte. Il faut que je mette en place des armoires qui ferment à clé ou des digicodes. Mais il faut que je mette en place quelque chose de physique pour sécuriser la donnée. Adopter des mesures de sécurité logistique. Donc là, c'est ce qu'on appelle la sécurité des systèmes d'information. Donc là, ce sera un prestataire informatique pour votre SI, votre système d'information. Mais également des mesures organisationnelles, donc les ajustements structurels. Comment je vais organiser physiquement mon bureau? Quelle organisation je vais mettre en place? Qui accède à quelles données? La gestion des accès fait partie des mesures organisationnelles. Et des mesures adaptées à la donnée et aux risques présentés par le traitement, bien sûr. Plus je vais traiter des données sensibles, dites sensibles, plus je vais devoir mettre en place des garanties fortes. Par exemple, les hébergeurs de données santé, ils doivent être agréés. On ne peut pas héberger des données santé comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein d'applications aujourd'hui qui se lancent, qui vont pour la e-santé, mais il faut se demander où est-ce qu'ils vont héberger ces données de santé. Voilà. Est-ce que la personne est agréée? Bon, par exemple, de l'exemple que vous avez mentionné, je prends la sécurité sociale. Le dossier médical partagé? En fait, on peut prendre cet exemple-là, par exemple, parce qu'en fait, justement, les décisions sont un petit peu mitigées concernant cette plateforme qui est en train de se mettre en place. Certains ne sont pas forcément d'accord, parce que justement, ils ne sont pas en garantie des données. Parce que ce sont quand même des données sensibles. Oui, oui. Après, c'est vrai que l'idée de ces plateformes telles que le dossier médical partagé, ça a été mis en place pour faciliter les choses. C'est-à-dire qu'en effet, ça évite que des patients ne retrouvent plus leurs données de santé, leur radio, etc. Tout est stocké à un endroit X. Mais moi, ça me fait un petit peu peur personnellement parce que je n'ai pas de garantie aujourd'hui que ce soit sécurisé. Qui accède au dossier médical partagé? Comment c'est mis en place? Donc, j'ai certains clients des cliniques qui sont en train de le mettre en place, mais ils ont encore énormément de questions auxquelles il n'est pas répondu aujourd'hui. Donc, du coup, pour l'instant, je ne suis pas fan du dossier médical partagé tant qu'il n'y a pas toutes les garanties derrière, en fait. Savoir pareil, comment on y accède, qui y accède, dans la clinique donnée, comment c'est mis en place. Voilà, c'est bien d'un côté, parce qu'au moins, on sait qu'on peut toujours retrouver nos données, mais de l'autre, puis c'est bien d'un côté, mais pareil, s'il y a une intrusion et que quelqu'un s'amuse, parce que les hackers, ils sont forts aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils sont, mais franchement, ils sont forts. Donc, quelqu'un s'amuse à modifier les données. À rentrer dans des systèmes même bancaires. Oui. Et en fait, ils envoient des alertes pour dire attention, je suis rentrée dans votre portail. C'est ça. Pour pouvoir justement les alerter et se faire embaucher pour certains. Et se faire embaucher justement pour ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, on va dire, c'est dans les tuyaux, mais moi, personnellement, je ne suis pas fan. Il y a une question. Pardon, une question, mais alors, la personne dit « Bonsoir, quand tu vas chez le médecin, tes données ne sont pas protégées, puis il est visible à tous. Enfin, les données sont visibles par tous. » C'est vrai que quand je fais des audits, ce que je dis, enfin, du moins pour les dossiers papier, souvent, quand on va chez le médecin, on voit le dossier de quelqu'un qui est posé là sur le bureau. Et ça rentre justement dans les mesures organisationnelles. Mes dossiers ne doivent pas être sur mon bureau. Donc là aussi, en plus, c'est quelqu'un, s'ils ont un contrôle inopiné de la CNIL, ils seront sanctionnés pour ça.
je donne un exemple pareil. L'autre jour, j'étais chez un confrère, je ne dirais pas qui. J'attends dans la salle d'attente et derrière la personne qui était à l'accueil, il y avait des boîtes d'archives avec tous les noms des clients. Donc, pareil, ça, ce n'est pas sécurisé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai tout le monde n'est pas suffisamment sensibilisé, informé pour éviter ce genre de pratique-là. Et c'est ça qui est dommage. Comment? Il y a un sacré boulot à faire. Donc, la CNIL essaye, mais il faut qu'elle se structure davantage pour faire davantage d'interventions dans les entreprises et pour vraiment, et puis commencer des contrôles physiques, quoi. Commencer des contrôles physiques parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent en fait. Ils disent, tant qu'il n'y a pas de sanction, je ne risque rien. Mais le jour où la CNIL va vraiment commencer les contrôles physiques, se déplacer de façon inopinée, là, les gens vont commencer à avoir peur et à prendre conscience en fait de la nécessité de protéger l'information. Dans les mesures que je dois mettre en place, la première mesure, c'est mener un audit de sécurité complet. Donc ça, je vous laisserai en parler tout à l'heure. Également, les mesures de sécurité physique, l'introduction dans les... Oui. Donc, la CNIL ne traite que du volet de sanctions. Donc, ils émettent des sanctions uniquement lorsqu'ils sont de l'affaire, en fait, parce que le problème était pointé. Non, en fait, la CNIL, aujourd'hui, chaque année, elle déclare ce à quoi elle va s'intéresser. Donc, quels organismes elle va contrôler. Donc, il y a déjà des organismes qu'elle déclare qu'elle contrôlera dans l'année. Il y a déjà ça. Ensuite, la CNIL a aussi des signalements, en effet. C'est-à-dire que des personnes qui vont porter plainte. La dernière affaire là, qui a fait grand bruit, c'était, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de Clearview, intelligence artificielle. Clearview, en fait, ils allaient prendre des images de vous sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez l'application Google Lens. Donc, Google Lens, on rentre un paysage, on sait où c'est. Mais là, c'est la même chose. Je rentre une photo. Non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que Clearview allait prendre sur mes réseaux sociaux mes photos. Christelle Reynaud, elle prend mes photos. Et je croise Christelle Reynaud dans la rue. Je dis, ah tiens, j'aimerais bien savoir qui c'est. Je prends une photo. Je charge ma photo sur Clearview et ça me dit c'est Christelle Reynaud et voilà toutes les photos qu'on a d'elle. Et en fait, la CNIL a reçu des plaintes de personnes qui ont connu l'existence de ce système-là, Clearview, parce que du coup, ces personnes peuvent être aussi embêtées parce qu'on les a vues en soirée à tel endroit, ils n'ont pas dit qu'ils étaient en soirée à tel endroit. Ça peut partir d'un truc bête comme ça. Mais du coup, la CNIL a dit que, ils devaient demander le consentement de la personne et ils ne l'ont pas fait. On verra tout à l'heure la licéité du consentement. Eux, ils ont considéré qu'ils avaient le droit de prendre vos photos parce que son business, son fonds de commerce, c'était nos images. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Des personnes ont porté plainte. Donc, la CNIL, elle a mis en demeure Clearview d'arrêter ce traitement-là, ce que j'ai trouvé très léger. La CNIL italienne, l'autorité de contrôle italienne, elle a mis directement l'amende à 20 millions d'euros. Ils n'ont pas rigolé. Et la CNIL, la semaine dernière, a mis finalement cette amende de 20 millions d'euros également à Clearview. Donc, oui, la CNIL va contrôler déjà par les contrôles qu'elle a prévus dans l'année, et également par les plaintes qu'elle reçoit. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que le système de plainte n'est pas simplifié. Je dis ça par rapport à tous les sites qui ont les banderoles cookies. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir cette banderole cookies et on doit pouvoir refuser, aussi bien refuser qu'accepter. Sur certains sites, quand on clique sur « Continuer sans accepter », ça marque « Abonnez-vous ». Des fois, il faut chercher l'endroit où c'est marqué « Refuser ». Voilà, alors qu'il doit être aussi simple d'accepter que de refuser. Donc, ils ne sont pas en conformité. Et moi, j'ai voulu dénoncer ça, et c'est vrai que j'ai abandonné parce qu'il fallait envoyer un courrier. Et j'aurais voulu que sur la CNIL, il y ait une page dénoncer une pratique, en fait. Et je trouve que ça manque, en fait. Oui, parce que c'est vrai que même si elle respecte le portable, pareil, pas forcément
refuser. Oui, On cherche à refuser. c'est ça. Accepter une copine, mieux vaut passer parce qu'en fait, quand on va accepter, on ouvre d'autres choses. Exactement. Et on reçoit des pubs et des... Voilà. Donc, voilà les moyens de contrôle de la CNIL. Ben oui, oui, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment structurée pour ça. Il y a récemment, ils ont fait passer des annonces comme quoi ils recrutaient. Donc, j'ai trouvé ça bien. Mais de toute façon, vu les millions qu'ils engrangent, je pense qu'à un moment, ils vont bien recruter. Oui, oui, mais même pas même des personnes pour contrôler les sites Internet, en fait. Rien que ça, rien que ça. Surtout des sites connus. Enfin, moi, le site que j'ai regardé, c'était des loisirs, quoi. C'est pas un site, un petit site, voilà, c'était les loisirs. Donc, aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment structurés, mais je pense que ils sont en train de le faire, vu qu'ils ont passé des annonces récemment, donc ils sont en train de se structurer pour ça, quoi. Donc, on a parlé, système d'alarme aussi pour l'intrusion dans les locaux, les serrures, les coffres-forts, les systèmes permettant de conditionner l'accès physique aux locaux. Parce que souvent, alors, il m'est arrivé au cours de mes audits de rentrer dans un établissement, je ne dirais pas lequel. Je rentre dans un établissement, personne ne me demande rien. Je monte dans les étages, je rentre dans les bureaux, personne ne me pose de questions. Il n'y a personne à l'accueil, personne ne me pose des questions. Ou alors, dans un autre établissement, j'ai trouvé une porte derrière qui était ouverte. Donc, je suis rentrée par la porte derrière. Personne ne m'a rien dit. Donc, sécuriser des accès. Oui, on voit les gens rentrer, les gens m'ont vu, mais ils se sont dit, elle doit travailler ici, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Oui, c'est possible. Vous avez l'air de bien connaître la sécurité sociale. Donc, l'accès physique aux locaux, les postes de travail. Pareil. En fait, le moyen de sécuriser les postes de travail, c'est tout ce qui va être pare-feu, antivirus, etc. Mais c'est également à l'ouverture du poste, comment je me connecte à mon poste. Si je ne suis pas en client léger et si j'ai des choses sur mon poste Internet, des traitements, des tableurs, etc., il faut que je m'assure que je me connecte avec un identifiant et un mot de passe qui soit suffisamment sécurisé et que je modifie ce mot de passe, ce que personne ne fait aujourd'hui. Enfin, très peu de personnes modifient leur mot de passe. C'est vraiment dans les grosses structures où la modification du mot de passe est imposée. Mais souvent, les gens font 1, 2, 3, 4. Donc, il faut également mettre en place des règles pour éviter que la personne fasse, je ne sais pas moi, EIE1, EIE2, EIE3, etc. Donc, mettre en place des mots de passe sécurisés. Donc là, je vais passer tout le détail de la CNIL. Si vous voulez, vous pouvez prendre en photo. C'est la complexité des mots de passe selon l'utilisation pour un forum, pour un site e-commerce, longueur minimum de 8 caractères, etc. Une banque en ligne, longueur minimum, bizarrement, 5 caractères, des chiffres ou des lettres. Donc ça, ce sont les règles établies par la CNIL. Donc, je passe aussi, je change rapidement parce qu'il est déjà, quelle heure, je ne sais pas, ça fait déjà 1 heure, il nous reste 30 minutes. Donc, le mot de passe doit être conforme aux recommandations de la CNIL, modifié idéalement tous les 3 mois. Et il est attribué par l'administrateur du système, mais immédiatement modifié par l'utilisateur. Je laisse prendre la photo. Donc, on l'a dit, un pare-feu, un antivirus qui est mis à jour régulièrement. Limiter la connexion des supports mobiles, donc tout ce qui est clé USB, disque dur externe, etc. On va limiter. Donc, souvent, moi, mes clients, ce qu'ils font, c'est impossible en fait de connecter une clé et de télécharger des choses. Donc, ça, c'est sécurisé. Désactiver l'exécution automatique, ce qu'on appelle l'autorun des supports amovibles. Donc, ça aussi, c'est à voir avec votre prestataire. Et concernant les outils de prise en main à distance, tels que TeamViewer, etc., ils doivent être utilisés avec l'accord de l'utilisateur avant toute intervention sur son poste. Et ce dernier doit également pouvoir constater si la prise en main à distance est en cours et quand elle se termine. Souvent, les prestataires informatiques, ils vous disent « Non, mais ne vous inquiétez pas, nous, on a un accès, je ne sais pas comment ils appellent ça, en Black Windows, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et on peut accéder à votre poste, régler votre problème, vous pouvez travailler sans problème. »
Sauf que non, il faut qu'ils me demandent mon autorisation, il faut que je vois qu'ils sont en cours d'utilisation de mon poste, en fait. On ne peut pas comme ça traiter les problèmes d'un client sans qu'il le sache. On doit être informé. Et éviter, bien sûr, les systèmes d'exploitation obsolètes qui présentent des failles de sécurité importantes. Donc, du coup, tout ce qui n'est plus mis à jour, on arrête de l'utiliser, on prend un outil qui est mis à jour. Donc, dès qu'un prestataire vous dit « mon outil n'est plus mis à jour », on arrête. On prend un nouvel outil. Ça a un coût, mais au moins, on n'a pas de faille de sécurité. Sécuriser le réseau local, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la journalisation et la traçabilité des actions sur les réseaux, pour savoir qui a modifié quoi, à quel moment, etc. Donc, je vais essayer de passer vite, mettre en place une procédure de création et de suppression des comptes utilisateurs, aussi identifier les personnes habilitées à avoir accès aux fichiers, politique d'habilitation, et mettre… Oui. Pensez-vous vraiment que les mots de passe sont sécurisés si l'usager utilise les emails hors entreprise? Alors, si l'usage, c'est ce que je disais tout à l'heure, la conformité 100% n'existe pas. Donc, en fait, il faut toujours éduquer, entre guillemets, les usagers. Mais en effet, tout ce qui est utilisation du téléphone portable où j'ai mes mails, c'est vrai que je ne suis plus sécurisée si mon salarié n'a pas de code d'accès sur son poste. Moi, quand j'étais dans un ancien cabinet, j'ai trouvé ça très bien. J'avais demandé l'autorisation d'avoir accès à mes emails sur mon mobile, mais j'étais obligée d'avoir un mot de passe, mais qui changeait pratiquement toutes les semaines. Ça m'a embêtée, mais j'ai trouvé qu'en termes de sécurité, c'était bien. Donc, au bout d'un moment, je ne savais plus quoi mettre comme mot de passe. Mais au moins, c'est un système de sécurité. Donc, en effet, le fait de sécuriser le poste informatique et de ne pas sécuriser le mobile, en effet, ce n'est pas très sécurisé. J'ai beau mettre sur mon poste de travail des règles de sécurité très fortes pour me connecter à mon poste. Si je ne fais rien comme politique de sécurité sur les mobiles de mes salariés, pareil. C'est pour ça que quand on a des salariés, en général, ils ont des mobiles professionnels. Si on veut qu'ils aient accès à leurs emails sur leur portable, on leur met à disposition des mobiles professionnels. Et sur ces mobiles professionnels, il y a des règles de sécurité fortes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord. Il a dit même chose au niveau utiliser Bluetooth. Le truc, c'est de bloquer justement la clé USB. Les outils, quand vous parlez… Ma connexion est un système. Quand vous parlez d'outils internes de l'ordinateur, vous voulez dire quoi? Je n'ai peut-être pas entendu. On reviendra dessus en avance. Je réduis ça. Ça, je passe. Juste peut-être un arrêt sur les sauvegardes. Ça, ce sont pareil les recommandations de la CNIL. Pareil, vous pouvez prendre en photo. Sauvegarde quotidienne des données modifiées par rapport à la précédente sauvegarde. C'est les préconisations. Sauvegarde hebdomadaire complète. Support de sauvegarde chiffré et stocké dans une armoire inifugée. Stocker les données dans un lieu sécurisé, sécuriser le transfert des sauvegardes, le tuyau que j'utilise pour envoyer mes données vers mon data center, mettre en œuvre des mécanismes de chiffrement du canal de transmission des données dans le cas où la sauvegarde est automatisée par le réseau, stocker les supports de sauvegarde physiques, bandes, cartouches, disques, dans des locaux différents de ceux où sont stockées les données traitées. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une sauvegarde extérieure. En cas d'incendie, d'inondation, de tremblement de terre, là où j'ai mes données, prévoir une sauvegarde extérieure.
Oui, tester les sauvegardes de manière régulière, ça aussi, parce que ce serait bête d'avoir mis des sauvegardes en place et de réaliser que rien n'est fait, finalement, ma sauvegarde est plante. Donc, tester de manière régulière et contrôler l'intégrité des données. Est-ce que toutes mes données ont été sauvegardées? Je passe l'anonymisation et oui, l'anonymisation vise à supprimer tout lien direct ou indirect entre des données et une personne physique identifiée ou susceptible de l'être. Donc, c'est souvent le cas, je vois ça dans les cliniques, en fait, pour quand on a les commissions des usagers, on anonymise les données. Comme ça, on ne peut pas savoir quel patient est concerné. Donc, ce n'est pas simplement un pseudonyme, c'est carrément anonymisé. Le pseudonyme, on peut toujours savoir qui c'est. J'essaie d'avancer vite parce que je vois le temps qui défile et il y a d'autres slides importantes qui sont à voir. Donc, les mesures organisationnelles, élaborer un référentiel de sécurité, adopter une logique de privacy by design, donc c'est la conformité, la prise en compte de la vie personnelle et de la sécurité des données dès le début, mener des études d'impact et des tests d'intrusion qu'on verra tout à l'heure avec la CCI, tenir un registre des failles de sécurité, ça aussi c'est obligatoire, harmoniser la sécurité auprès des partenaires et sous-traitants. Donc, souvent, on va également auditer ces sous-traitants, auditer ses partenaires pour savoir ce qu'ils ont mis en place. Sensibiliser et former son personnel. Et pour les grosses structures, nommer un RSSI, un responsable de la sécurité et du système d'information. Alors, je passe cette slide-là parce que c'est surtout celle-ci qui est importante et que vous pouvez prendre en photo. Tout à l'heure, je vous ai dit que le consentement, il n'est pas obligatoire dans tous les cas. Souvent, on va vous dire, oui, il faut demander le consentement. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas dans tous les cas. Je ne demande le consentement que si mon traitement n'est pas nécessaire. Mon traitement, il est nécessaire dans 5 hypothèses. Il est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée. Si la personne est en train de mourir, je n'ai pas lui demander son consentement pour collecter ces données. Il est nécessaire au respect d'une obligation légale incombant au responsable de traitement. Par exemple, les réquisitions judiciaires, c'est une obligation légale. Je suis obligée de donner l'information. L'exécution d'une mission de service public, d'intérêt public, etc., tout ce qui va être collectivité territoriale, c'est pareil, c'est un traitement nécessaire. La liste électorale est un traitement nécessaire. L'état civil, c'est nécessaire. Je ne demande pas le consentement de la personne. L'exécution d'un contrat, tout simplement, j'achète un produit sur Internet, je commande un produit sur Internet, bon, forcément, pour qu'on me livre mon produit, je dois nous donner mon nom, prénom, mon adresse. Je ne demande pas le consentement. Comment? Ou mes données bancaires. Exactement. Donc, pareil, je ne demande pas le consentement parce que c'est nécessaire. La dernière chose qui peut être problématique, c'est la réalisation de l'intérêt légitime de la personne, du responsable de traitement. Mais la phrase continue, sous réserve de préserver l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Le RGPD, dans ses considérants, alors le RGPD, c'est un texte avec des articles, mais avant les articles, il y a 75 considérants, et ces 75 considérants expliquent le texte, c'est une explication de texte. Donc, quand on en arrive à l'intérêt légitime, le considérant du RGPD, il donne exemple de la prospection. Il dit « la prospection commerciale est un intérêt légitime ». Ça veut dire que pour piocher des données dans les pages jaunes ou dans les mails, je ne sais quoi, ou dans des listes de diffusion, voilà, pour piocher ces données-là, j'ai le droit, je ne suis pas obligée de demander le consentement parce que c'est mon intérêt légitime, parce qu'il est de mon intérêt de développer mon entreprise. Mais la phrase qui dit « sous réserve de préserver l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ». Ça veut dire que si la communication que je vais faire avec ces données que je vais collecter, sans que la personne le sache, si je dépasse les bornes, entre guillemets, donc je donne toujours un exemple qui m'est arrivé, je m'étais inscrite à une formation. À partir du moment où je me suis inscrite à cette formation, je recevais 4 emails par jour de cet organisme de formation. Mais vraiment 4 par jour, parfois plus. Justement, non. C'est-à-dire que lui, il disait, moi, mon métier, c'est de vendre de la formation, donc je peux vous envoyer, c'est mon intérêt légitime.
Donc, je n'avais pas vous demander mon consentement parce que c'est mon métier, c'est mon fonds de commerce, la formation. Sauf le fait qu'il ait dépassé les bornes et qu'il m'enquiquine, pour rester poli, qu'il m'enquiquine en m'envoyant tout ça de mails par jour, ben, il n'a pas respecté, il n'a pas préservé mes droits et libertés fondamentaux. Donc, non, ce n'est pas normal et il aurait dû, dans ce cas-là, me demander mon consentement. Donc, il faut savoir, quand on est dans une démarche de prospection, ben, à quelle régularité, à quelle fréquence on va envoyer de la communication. Est-ce que la communication que je vais faire va déranger la personne dans son activité, dans ce qu'elle fait au quotidien? Est-ce qu'une communication va la déranger? Une communication par semaine, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas raisonnable? C'est ces questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a Le consentement, il y a un contrat? Ce n'est pas un contrat, en fait, c'est la case à cocher. Je consens à ce que mes données soient collectées. C'est cette fameuse case à cocher. Est-ce qu'il y a un nombre justement de mails à envoyer par jour Alors, il n'y a pas de nombre. C'est là où c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ben, moi, si j'étais à la place de la personne à qui j'envoie de mails, quel nombre de mails j'aurais accepté de recevoir? Mais ça reste du subjectif. Donc, la personne, elle va porter plainte. Elle va dire, mais moi, il m'a envoyé 2 mails par jour. Rien que 2 mails, ça m'embête. Et donc là, la CNIL va faire une étude et va dire si on devait ou non demander le consentement. Maintenant, quand je donne mon consentement, je peux le retirer à tout moment. C'est pour ça que souvent, dans mes clients, je leur dis, essayez de voir si vous êtes dans votre intérêt légitime ou dans le consentement. Parce que si vous vous placez vous-même dans le consentement alors que ce n'était pas obligatoire et que personne ne coche votre case, ben, vous ne pouvez pas développer votre entreprise en fait. Donc, il faut vraiment se demander, est-ce que le consentement est nécessaire? En revanche, si la personne coche la case, elle peut à tout moment enlever son consentement aussi. Donc, ça veut dire que moi, techniquement, déjà, je dois être capable de démontrer que la personne a coché. Comment je le démontre? Comment je sauvegarde l'information? Donc, ça va être les pages de code, etc. Et est-ce que je la conserve, cette information? Est-ce que mon prestataire la conserve? Et 2, je dois être capable, dès lors qu'il décoche, de cesser tout de suite de lui envoyer de l'information. Donc, il y a des mesures techniques à mettre en place aussi sur mon CRM pour savoir à qui j'envoie ou non des communications si j'ai mis en place ce consentement. Donc, ce n'est pas obligatoire, contrairement à ce qu'on entend. Ce n'est pas obligatoire dans tous les cas, en tout cas. Je vais essayer de passer vite, il nous reste 10 minutes. Nouvelles règles, j'ai distingué les règles sur le plan externe et sur le plan interne. Sur le plan interne, les nouvelles règles sont notamment la désignation d'un DPO. Le DPO, il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Il est obligatoire dans tout ce qui est administration publique. Il est obligatoire si mon activité de base consiste en de la collecte de données. Par exemple, tout ce qui est société de recrutement, intérim, même les cliniques, en fait, leur métier consiste à collecter de la donnée. Ce n'est pas qu'elles ont le droit d'être DPO, elles ont l'obligation de nommer un DPO. Il y avait tous les données sous format papier. Quand on a eu une archive, c'est comme ça. Je vois ça souvent. Et en fait, est-ce que c'est normal en fait? Déjà, non, ce n'est pas normal. Et 2, ils ont l'obligation de nommer un DPO. Et s'ils ne le font pas et qu'ils sont dénoncés, que quelqu'un les dénonce. Et la dénonciation, souvent, elle vient de la concurrence. Donc, que quelqu'un les dénonce, il peut avoir la sanction qu'on verra tout à l'heure. Et sinon, c'est également obligatoire si je traite des données sensibles, notamment les données de santé, les données raciales, ce sont des données sensibles, ou des données relatives à des infractions et des condamnations. Donc, ces personnes-là ont l'obligation de nommer un DPO. Je reviens sur la... Elles peuvent être anonymes. La CNIL, elle s'en fout, entre guillemets. Voilà, elle a une dénonciation, elle va les regarder. Non, on ne dira pas. Elle ne dira pas. Elle ne dira pas. C'est clair. Non, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement.
Je reviens juste sur l'activité de base. Il faut savoir qu'une personne qui a développé, par exemple, une application de street marketing qui consiste à collecter de la donnée pour revendre en fait le comportement, en plus c'est du profilage, le comportement d'usager de l'application à des clients, à des entreprises. Je suis seule dans ma structure, j'ai développé mon application, mais c'est mon activité de base consiste à collecter de la donnée. Je dois nommer un DPO en fait, même si je suis seule dans ma structure, parce que c'est mon activité de base. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis petit que je ne dois pas nommer de DPO. En revanche, pour en venir, alors oui, juste pour répondre à la question de madame, je ne sais plus si c'est là ou après. Donc ça, c'est ce que doit faire le DPO, informer et conseiller les personnes, contrôler, se mettre à la disposition des personnes qui demandent, par exemple, avoir accès à leurs données, coopérer avec la CNIL et dispenser des conseils. En matière d'analyse d'impact, on verra ce que c'est tout à l'heure. Ça, je passe rapidement. Voilà. Le DPO, il peut être nommé en interne, pour répondre à votre question, ou en externe. Non, il n'y a pas d'obligation. En revanche, l'obligation qu'il y a, c'est qu'il a un statut particulier puisqu'on dit qu'il est indépendant. On dit qu'il est interdit de lui donner des instructions contraires à son métier. Par exemple, je veux mettre en place un nouveau logiciel. Pour mettre en place un nouveau logiciel, pour traiter les données de salariés, par exemple, on verra tout à l'heure, ça rentre dans ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Ça répond à 2 critères qui font que je dois mener une analyse d'impact. Une analyse d'impact, c'est une étude de mon logiciel technique et juridique. Mon DPO mène cette analyse d'impact et la conclusion, c'est que non, je ne peux pas mettre en place ce logiciel. Moi, responsable de l'organisme, je dis, je m'en fous, je veux mettre en place ce logiciel parce qu'il va me faire gagner beaucoup d'argent, par exemple. Je n'ai pas respecté la consigne de mon DPO. Mon DPO est obligé d'écrire. Il est obligé d'écrire quelque part dans un compte-rendu qu'il a donné cette consigne. Demain, j'ai un contrôle de la CNIL. Mon DPO est obligé de dire à la CNIL, je l'avais dit. Mon employeur va être sanctionné parce qu'en fait, c'était volontaire qu'il a mis en place ce logiciel-là malgré la contre-indication du DPO. C'était volontaire. Donc, il va être sanctionné, il peut avoir une lourde amende, mais il ne doit pas sanctionner le DPO parce qu'il a respecté ses obligations. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut qu'il ait toujours un compte-rendu écrit et qu'il communique aussi à son responsable où il le dit. Et son responsable ne peut pas lui dire « efface ça de ton compte-rendu ». On ne peut pas lui donner des instructions contraires à sa fonction. Ensuite, il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que le DPO ne doit pas être quelqu'un qui prend part à la décision, donc quelqu'un qui est dans la direction. Dans les grosses sociétés où on a des CODIR, des comités de direction, ça ne doit pas être un dirigeant. Ça ne doit pas être le DSI, par exemple, le directeur des systèmes d'information. Pas de conflit d'intérêts. Pareil, il prend part à la décision. Il peut prendre part à la décision. Donc, du coup, ça ne peut pas être lui. Donc, si dans mon équipe informatique, ce ne sera pas le directeur du service informatique, ça peut être un salarié du service informatique, mais pas le directeur. Ensuite, il a une immunité relative, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne peut pas être pénalisé parce qu'il a exercé ses fonctions. Donc, ce qui peut être parfois, souvent, enfin, ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de DPO qui ont été nommés sans savoir vraiment ce que c'était et qui aujourd'hui disent « moi, je veux plus être DPO ». Et les sociétés ont, par rapport à tout ça, en fait, parce qu'elles se retrouvent dans une position difficile. Et on se met à dos son propre employeur. Mais en même temps, s'il est de l'extérieur, il ne voit pas n'a pas de connaissance. Voilà. Moi, je suis DPO extérieur et je vous avoue que ce n'est pas la position que je préfère parce qu'en effet, je n'ai
je n'ai pas connaissance. Normalement, le DPO, il doit être impliqué à chaque fois qu'il y a quelque chose, un projet, une question qui intéresse les données personnelles. On m'oublie, hein. Je ne suis pas dans la structure, on m'oublie en fait. Donc, je suis obligée d'envoyer des mails régulièrement en disant si vous avez des projets, mais ils ne le font pas parce que eux, certaines structures, ils ont nommé un DPO juste pour ne pas avoir la sanction. Ouais. C'est juste ça. Le DPO, il est quand même payé. Il est payé, mais demain, s'il y a quelque chose, c'est ma responsabilité. Donc, c'est pour ça que je suis obligée d'envoyer des mails réguliers pour dire à la CNIL, mais moi, j'ai demandé à être informée, j'ai demandé à être impliquée et on ne l'a pas fait. Mais du coup, l'externalisation, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux finalement. Donc, c'est voilà, c'est un peu… Si le DPO, par exemple, tu peux lancer le logiciel, en fait, tu peux l'identifier. Si le DPO dit… Par exemple, il autorise à lancer le logiciel, il peut pas pousser, mais les autres peuvent pas l'identifier. Ben là, le DPO peut être sanctionné parce que du coup, il n'a pas exercé sa fonction comme il le fallait. Il a eu… Comment? Si l'entreprise sera sanctionnée, mais moi, entreprise, c'est mon DPO qui m'a dit que je pouvais le faire, ben je me retourne contre mon DPO. Je me retourne contre lui. Le conseil qu'il m'a donné n'était pas bon. Je me retourne contre lui. Donc, du coup, l'entreprise sera condamnée, mais ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va essayer de mettre cette sanction sur le DPO pour se faire rembourser de ce qu'elle aura payé. Donc, ça, c'est facile à faire avec un DPO externalisé, prestation de service, parce que nous, on a des assurances. Mais un salarié, il fait comment? Ouais. Donc, voilà. Donc, externalisation possible et mutualisation aussi. Quand vous avez un groupe de sociétés, vous pouvez nommer un DPO unique pour tout le groupe. 1h29. Registre de traitement. J'essaie quand même d'accélérer, mais registre de traitement. Alors ça, on dit qu'il est obligatoire dès lors que j'ai plus de 250 employés. Le registre de traitement, on appelle ça aussi registre des activités de traitement. Mais il y a tellement de sauf qu'en fait, moi, je conseille à toutes les entreprises de mettre en œuvre ce registre de traitement. Parce que d'une part, ça vous permet déjà, vous, en interne, de savoir quels sont les traitements dans votre organisme, d'avoir toutes les règles, parce que dans votre registre, vous allez mettre qu'est-ce que vous avez mis en place comme règles de sécurité, quelles données vous collectez pour quelles raisons, combien de temps vous allez les sauvegarder, dans combien de temps vous allez les détruire. Donc, ça vous permet d'avoir une connaissance parfaite, en fait, de tous vos traitements. Il y a un logiciel, je ne touche rien sur ce, mais je l'utilise et je le trouve génial, qui s'appelle Data Legal Drive et qui vous permet de faire ce registre de traitement. Et très sincèrement, il est génial. Moi, malheureusement, je ne peux pas le revendre, donc si vous pouvez le revendre, voilà, Data Legal Drive. Et il est vraiment très, très, très bien fait. Et vous avez énormément d'informations, vous avez des fiches, vous avez des modèles également. On a parlé tout à l'heure de politique de confidentialité. Sur ce logiciel, vous avez des modèles que vous pouvez reprendre. C'est vraiment extrêmement bien fait. Donc, pour moi, mon conseil, c'est de tenir ce registre de traitement. Mettre en place des procédures internes, on l'a dit tout à l'heure, par exemple le process d'exactitude, la procédure de gestion des données en interne, les process également de la gestion des droits d'accès, la gestion des habilitations, tout ça, on va l'écrire. La privacy by design, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est s'assurer dès la conception d'un logiciel, d'un traitement, que les règles de sécurité sont mises en place dès le début. Et ça nécessite aussi, et c'est là où j'ai le problème en tant que DPO, ça nécessite d'impliquer son DPO dès le début. Parce que c'est lui qui va regarder si on a mis en place les règles de sécurité qu'il faut. Ensuite, le principe d'accountability, j'y reviens pas, on en a parlé tout à l'heure, c'est tous les documents qui démontrent que je suis dans une démarche de mise en conformité. L'analyse d'impact, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des questions à la fois juridiques et techniques quand je mets en place un logiciel. En fait, c'est le logiciel ou le traitement, ce n'est pas forcément un logiciel, qui va répondre à 2 de ces 9 critères. Il faut savoir, je ne l'ai pas indiqué ici, mais que dans les personnes vulnérables, il y a les salariés. Donc, dès que j'utilise une application, un logiciel pour traiter des données de salariés, je suis dans l'obligation de mener cette analyse d'impact. Pareil, sur Data Legal Drive, on peut la faire directement. Donc, je conseille fortement cet outil. Donc, évaluation, risque
technique et juridique, à l'issue de ce PIA, de cette analyse d'impact, ça me dit si oui ou non je peux mettre mon traitement en œuvre. Si je ne peux pas, je revois ma copie et je mets des règles de sécurité supplémentaires. Si malgré les règles de sécurité supplémentaires que j'ai mis en place, ça ne passe toujours pas, normalement, je suis censée informer la CNIL, ce que personne ne fait. Je suis censée informer la CNIL en disant « j'ai mené une analyse d'impact, ça ne passe pas, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et la CNIL va dire « je vous conseille de ne pas le mettre en œuvre. » Et quand la CNIL va vous dire ça et que vous le faites quand même, donc vous le faites contre l'avis de votre DPO, contre l'avis de la CNIL, c'est encore une violation délibérée, donc sanction au maximum, s'il y a un problème un jour. À l'égard des personnes concernées, c'est l'obligation d'information ou de recueil du consentement, ce qu'on a dit tout à l'heure, comment je prouve que la personne a consenti si le consentement était obligatoire. Ces personnes ont des droits, accès, rectification, effacement, opposition, gestion des données après le décès, limitation et portabilité. Portabilité, c'est un droit que je ne comprends pas personnellement. Enfin, c'est un droit, en fait. En gros, vous êtes chez un employeur X, vous changez d'employeur, vous demandez à votre employeur X de porter toutes les données qu'il a sur vous chez votre employeur Y. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens parce que personne n'a les mêmes outils, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer une fiche en CSV, c'est ça, le format qui est lisible par tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, ils vont imprimer cette fiche-là et on va donner ça au nouvel employeur. Donc, ça n'a pas du tout d'utilité, en fait. Donc, ça, c'est le nouveau droit. La nouveauté du RGPD, c'est qu'avant, on avait 2 mois pour répondre. Donc, quelqu'un me demande un simple accès à ces données. Il veut savoir qu'est-ce que j'ai sur son compte, en fait, sur lui. Donc, c'est le droit d'accès. Je dois répondre dans 1 mois. Avant, j'avais 2 mois. Si je sais que je ne serai pas en mesure de répondre dans 1 mois, je dois le prévenir en disant « je ne pourrai pas vous répondre dans 1 mois, je vais prendre 2 mois » et je dois le prévenir. La nouveauté aussi, c'est que c'est gratuit. Avant, quand on exerçait ce droit, on pouvait nous faire payer. Quand je demandais à avoir accès à mes données, on pouvait me faire payer l'exercice de ce droit. Aujourd'hui, c'est gratuit, sauf si j'abuse. Donc, si tous les 4 matins, je me lève en disant « j'ai demandé à mon employeur tout ce qu'il a sur moi », par exemple, là, mon employeur peut me faire payer. Mon employeur, c'est plus délicat. Mais en tout cas, une entreprise peut vous faire payer ce droit-là si vraiment vous abusez et vous demandez tous les jours l'accès à vos données personnelles. Mais la portabilité, ça existe. Enfin, ils ont mis cette nouvelle loi depuis quand? 2018, c'est dans le RGPD. Okay. 2018. Donc aujourd'hui, les assureurs le font parce que là, ça a un peu plus de sens pour les assureurs, mais en dehors des assureurs, ça n'a pas tellement de sens, en tout cas pour moi. Ensuite, il faut mettre en place un dispositif d'alerte parce que dès lors que vous avez une violation des données, tout à l'heure, j'ai dit la violation, ce n'est pas simplement l'intrusion dans le système, ça peut être la destruction par le feu, par l'eau. Donc, dès lors que vous avez une violation des données et qu'il y a un risque important pour les droits de liberté des personnes physiques, vous êtes tenu d'informer la CNIL dans les 72 heures. Maintenant, si par exemple, ce sont vos données papier, mais que vous avez tout scanné, en fait, vous n'avez pas de risque. Donc, du coup, vous n'avez pas cette information à faire à la CNIL. C'est vraiment s'il n'y a rien à faire et que vous avez tout perdu. Vous avez toutes vos données papier qui sont brûlées et toutes vos données informatiques qui ont disparu parce que vous n'avez pas de sauvegarde extérieure, par exemple. Donc là, vous devez informer la CNIL dans les 72 heures. Vous devez également informer les personnes concernées. Normalement, une par une à une. Donc, je dois écrire à toutes les personnes concernées qu'il y a eu une intrusion et qu'il y a eu une violation des données. Si je ne peux pas, parce que j'ai perdu toutes leurs données, je n'ai plus leur numéro de téléphone, je n'ai plus leur email, je n'ai plus rien. Si je ne peux pas, je suis obligée de faire une communication publique, presse et télé, ce qui peut être pire. Et pareil, si je ne le fais pas du tout, j'ai une sanction. Uber, j'ai eu moi personnellement le problème avec Uber il y a quelques années, où ils se sont fait subtiliser les données de carte bancaire. Donc, tous les jours, sur mon compte, je voyais Uber Sydney, Uber London. C'était des petites sommes, c'était 10 centimes, 5 centimes, mais tous les jours. Au bout d'un moment, ça fait une belle somme. Quand on fait ça sur des millions et des milliards de personnes, ça fait une belle somme. Uber était au courant de ça, il n'a informé personne.
Donc, du coup, obligation d'information. Et donc, bien sûr, il y a eu la sanction derrière parce qu'ils ne sont pas informés. Donc, informer dès lors que je sais qu'il y a un risque pour les personnes. Mais là, il y avait un risque forcément puisque le compte des utilisateurs était débité. Pareil, si vous avez un prestataire informatique, celui qui fait votre infogérance, qui constate qu'il y a une violation des données, une intrusion dans votre système, il est censé vous informer dans un délai suffisamment court pour que vous puissiez informer la CNIL dans les 72 heures. Donc, en règle générale, dans le contrat du prestataire, on va lui mettre 48 heures. Donc, dans les 48 heures, il doit vous informer de l'intrusion dans votre système informatique. Un particulier pour aussi avoir une problématique de ce genre, il peut informer la CNIL. C'est-à-dire? Est-ce qu'on peut être par exemple de pouvoir Alors, ça dépend de quelle dénonciation, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le RGPD s'impose aux personnes morales. Si en effet, pour reprendre mon exemple, moi j'ai vu que Uber décomptait des sommes sur mon compte, oui, je peux informer la CNIL, si c'était ça votre question. En tant que particulier, moi, je peux me plaindre auprès de la CNIL de voir que Uber a débité des montants et ne m'a jamais informé. Donc oui, je peux informer la CNIL. En tant que particulier, personnellement, moi, je ne suis pas soumis au RGPD. Je suis un acteur du RGPD, l'acteur numéro 1, parce que c'est mes données qu'on traite. Mais si je constate quelque chose, en effet, je peux dénoncer toujours à la CNIL. Donc là, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, c'est vrai, j'aurais pu dire à la CNIL, j'ai constaté ça. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, contrat écrit avec les sous-traitants. Quand on parle de sous-traitants, c'est toutes les personnes qui ont accès à de la donnée personnelle chez vous. Ça peut être une plateforme d'appel téléphonique, par exemple. Donc, contrat écrit. Et ils sont solidaires avec vous, sauf si vous excluez votre responsabilité pour des choses qu'ils auront fait eux. Là, je passe rapidement. Le sous-traitant, notamment informatique, a plusieurs obligations, renseignements, mise en garde, obligations de conseil. Il doit également vous assister quand vous faites vos analyses d'impact, parce que c'est lui qui aura les règles de sécurité qu'il a mises en place. Donc, il doit vous assister. Ça, je passe rapidement sur les données de santé. Les transferts de données hors Union européenne. Par principe, ce transfert hors Union européenne est interdit. Je regarde s'il y a des questions. D'accord. Par principe, le transfert est interdit, sauf si je prends des garanties appropriées. Si on veut résumer, ces garanties appropriées, en gros, ça va être d'imposer à mon sous-traitant qui se trouve en dehors de l'Union européenne les mêmes règles que m'impose le RGPD. Pour résumer, ça va être ça. Ou alors, j'ai reçu le consentement de la personne concernée. Donc, je dis à la personne de bien vouloir cocher la case. Vos données sont traitées par un prestataire qui est au Maroc. Vous consentez à ce que vos données soient traitées par un prestataire qui est situé au Maroc. Souvent, on n'est pas conscient qu'on a coché ça, parce qu'on le fait automatiquement. Donc, du coup, il faut bien regarder les cases qu'on coche pour voir si on donne un consentement avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, on peut retirer après coup ce consentement. Et voilà, donc soit j'ai des garanties appropriées, donc des clauses qui reprennent en gros le RGPD, soit la personne m'a donné son consentement. Et sur le site de la CNIL, si vous avez un doute, parce qu'en fait, il y a des pays aussi qui sont adéquats. Donc, pour les pays qui sont déclarés adéquats, ça, c'est pas à jour parce que les États-Unis ne le sont plus, puisque le Privacy Shield a été invalidé. Mais pour les pays qui sont déclarés adéquats par la CNIL, je n'ai pas à prendre ces garanties-là. Donc, quand vous allez sur le site de la CNIL, vous avez une map monde et vous cliquez sur le pays et vous voyez si le pays est déclaré adéquat ou non. Les risques. On arrive à la fin. Alors, les risques, et j'ai indiqué du moins les nouveaux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, avant le RGPD, on avait la loi informatique et liberté qui date de 1978. Cette loi existe toujours. Le RGPD n'a fait qu'ajouter des nouvelles sanctions. Là, quand je parle de risque, je parle de sanctions. Le RGPD n'a fait qu'ajouter des nouvelles sanctions. Donc, avant, et encore aujourd'hui,
on a les sanctions pénales. Là, ce sont des articles du Code pénal. Ces articles, ils visent les informations préalables à la mise en œuvre d'un traitement, donc toujours l'information, et ils visent la sécurité informatique. En tant que gérant, je n'ai pas respecté cette obligation d'information ou je n'ai pas assuré la sécurité informatique de mes données et j'ai un problème, bien sûr, je peux être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende en tant que gérant de mon entreprise. Pour la personne morale, la structure elle-même, c'est 5 fois ce montant, c'est le quintuple. Au-delà de cet aspect pénal, je peux également avoir une responsabilité civile, c'est-à-dire que les personnes concernées vont se porter partie civile dans un procès pénal ou vont tout simplement engager un procès civil contre moi pour me demander des dommages et intérêts. Donc, je vais avoir double effet qui se coule. Donc, mon amende, prison peut-être, amende, des dommages, amende que j'ai payée à l'État et des dommages et intérêts que je vais payer à la personne qui se sera plainte. Et je peux avoir l'un sans l'autre. Ça, c'est pour le gérant. Pour la structure, donc le quintuple, mais il y a une ribambelle en fait de sanctions qui peuvent être plus graves que la simple sanction financière, la simple amende. Ça peut être une interdiction à titre définitif ou pour 5 ans d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale pour l'entreprise. Donc, en gros, l'entreprise ferme. Le placement sous surveillance judiciaire. Il y a également l'interdiction de soumissionner pendant 5 ans ou plus à des marchés publics. Donc, tout ça, c'est ce qui préexistait et qui existe toujours pour le gérant et pour la structure, en sachant qu'il y a également l'affichage de la décision. Donc là, pareil, en termes d'image, ça peut être très problématique. Le RGPD, il est venu ajouter à ces sanctions administratives, à ces dommages-intérêts, à ces sanctions pénales, pardon, à ces dommages-intérêts, il est venu ajouter une amende administrative qui peut être importante. Donc, il y en a deux. La première amende, c'est le plus élevé des deux montants, entre 10 millions d'euros et 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour des traitements illicites. Donc là, je vous ai donné des exemples, mais il y en a d'autres. Soyez rassurés, c'est un plafond. Donc, si vous avez une petite structure, vous n'aurez pas 10 millions. Quand on dit le plus élevé des deux montants, c'est-à-dire Google, 10 millions, pour lui, c'est rien. Donc, on va prendre 2% de son chiffre d'affaires. Mais ce sont des plafonds. Mais la petite structure dont je vous parlais tout à l'heure qui faisait du marketing, du web marketing avec une application, a eu 75 000 € d'amende. Donc, quand on est petit tout seul, bah, ça peut faire mal. Donc là, je vous ai mis des exemples. L'absence, la société d'intérim dont parlait madame tout à l'heure qui n'avait pas désigné de DPO alors qu'elle en avait l'obligation, elle peut encourir une sanction pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% de son chiffre d'affaires total mondial. La sécurité des données, je n'ai pas assuré la sécurité de mes données. Toutes les règles de sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, pareil, jusqu'à 10 millions d'euros. Je ne tiens pas mon registre de traitement alors que j'en ai l'obligation, pareil, jusqu'à 10 millions d'euros. La deuxième sanction, c'est le double. Donc, c'est 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires total mondial de l'exercice précédent. Donc, là aussi, ce ne sont que des exemples. Il faut vraiment aller regarder le RGPD pour voir tous les cas dans lesquels on peut être sanctionné. Là, je vous ai mis, par exemple, le principe de base d'un traitement, typiquement Clearview, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils devaient demander le consentement. Eux, ils ont considéré que c'était leur intérêt légitime. Et la CNIL française et l'autorité de contrôle italienne a dit non, 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 vous deviez demander le consentement parce que vous rentrez dans la vie de la personne. Comme vous deviez demander le consentement, vous ne l'avez pas fait, ben, c'est 20 millions d'euros. Donc, eux, ils ont eu direct 20 millions d'euros par la CNIL française, par l'autorité de contrôle, donc la CNIL en France et par l'autorité de contrôle italienne. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, Clearview ferme ses portes, c'est clair. Les droits des personnes, vous n'avez pas répondu à une personne qui demande un accès à ces données, ne serait-ce qu'un salarié, vous pouvez encourir une sanction pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros. Pareil pour un client. Vous n'avez pas respecté une injonction, une limitation temporaire ou définitive d'un traitement. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, les collectivités territoriales des Antilles-Guyane ont eu une mise en demeure de la CNIL d'avoir à nommer un DPO. Oui. Certaines collectivités
ont répondu et ont nommé un DPO, d'autres ne l'ont pas fait. La CNIL a publié récemment qu'elle allait passer à la sanction supérieure. Donc là, elle était à la mise en demeure assortie d'une astreinte. Elle peut faire des injonctions, limitations temporaires, etc. Ou elle peut carrément tout de suite mettre l'amende administrative à ces communes, ce qui peut leur faire mal. Donc, elles ont tout intérêt à nommer un DPO, même si c'est voilà, elles nomment quelqu'un en attendant parce qu'elles ne savent pas qui nommer, mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire, il faut déclarer la nomination d'un DPO, c'est sur le site de la CNIL. Je déclare mon DPO sur le site de la CNIL. J'ai un DPO, en fait. Et j'évite une sanction financière. Et après, voilà, elle peut discuter, machin. Parce que souvent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont nommer quelqu'un en fait, qui a un conflit d'intérêt parce qu'il est dans la direction. Et après, elles vont corriger. Mais au moins, elles ont nommé un DPO. La CNIL peut faire la publicité des mesures. Donc, la mise en demeure, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs pour les collectivités. Elle en a fait la publicité. Elle a dit, j'ai mis en demeure. Elle a listé toutes les communes qu'elle a mis en demeure. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour déterminer le montant de l'amende, la CNIL va prendre en compte plusieurs choses. La nature et la gravité, la durée de la violation, le nombre de personnes qui ont été concernées et le niveau de dommages subis. Mais également la violation délibérée ou négligence. Donc, mon DPO m'a dit de ne pas faire, je fais, c'est une violation délibérée, mon amende sera supérieure. Qu'est-ce que j'ai fait après pour atténuer le dommage? Est-ce que j'ai mis en place une nouvelle règle de sécurité? Est-ce que je fais quelque chose? Si je n'ai rien fait, pareil, la CNIL va considérer que vous n'avez pas pris conscience du problème, donc vous allez avoir une amende plus élevée. Quelles sont les catégories des données concernées par la violation? Bien sûr, si ce sont des données sensibles, des données de santé notamment, l'amende sera encore plus élevée. Et toute autre circonstance aggravante ou atténuante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez voulu réaliser une économie pour ne pas sécuriser votre système d'information ou simplement votre bâtiment. Vous n'avez rien mis en place comme sécurité au niveau physique, au niveau de votre bâtiment, votre amende sera plus élevée. Voilà, je pense que j'en ai fini. Bon, ça, c'est les règles de la CNIL pour se mettre en conformité. Donc, désigner un pilote, soit un DPO si j'en ai l'obligation, soit ce qu'on appelle un référent RGPD, donc quelqu'un qui se forme et qui va savoir de quoi il parle. Cartographier vos traitements, c'est tenir le registre de traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, avec Data Legal Drive, ou simplement, vous allez sur le site de la CNIL, vous avez des modèles en format Excel que vous pouvez télécharger et remplir. Prioriser les actions à mener. Bon, donc, ça veut dire avoir mené un audit et savoir où ça pêche et quelles actions vous devez prendre et dans quel ordre. Gérer les risques. On va mettre en place les actions tout de suite qui sont pour les traitements à risque, on va dire. Organiser les processus internes et documenter le fameux principe d'accountability. Il faut que j'ai mon petit classeur, en gros, accountability, où je vais classer ma politique de confidentialité, mon avenant à mes contrats de travail, ma politique de gestion des données en interne, mon process d'exactitude, mes consentements, si j'ai des consentements. Tout ça, pareil, sur Data Legal Drive, il y a un outil pour ça, il y a un onglet pour ça, pour classer tous ces documents de la conformité. Donc, voilà. Et le cabinet, comme je vous l'ai dit en introduction, fait la prestation d'audit, la prestation DPO externalisée que je ne préfère pas, et la prestation d'accompagnement à la mise en conformité. Là, vous avez mes coordonnées. Donc, comme je vous l'ai dit, on est certifié CNIL, AFNOR. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? En ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va continuer. Je passe à la suivante. À la deuxième. Du coup, je vais faire mon nom. Ok, je vais le lien.
pour rechercher toutes les vulnérabilités. Et puis, il y a la vérification des failles. Donc, on va relever vraiment toutes les failles qui sont existantes sur le site Internet. Du coup, pendant tout le mois d'octobre, on avait une offre spéciale pour l'audit cybersécurité, donc une réduction de 5% qui est toujours valable jusqu'au 31 octobre. Et donc, elle est vraiment aux vulnérabilités qui vont être retrouvées. Donc voilà, il reste une semaine pour profiter de cette offre. Et n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction pour nous dire ce que vous avez pensé de cet atelier. Le mois de cybersécurité, durant ce mois de cybersécurité, on en a eu 4 ateliers. Je ne sais pas si vous avez participé à tous les ateliers. Mais en tout cas, n'hésitez pas à scanner le QR code et à nous dire si à cet atelier, enfin, être mis en place sur les réseaux sociaux de la CCI pour être au courant de tout ce qui se passe. Par mail ou au téléphone et on vous mettra en contact avec vous sur vos besoins. Merci de votre attention parce que c'est beaucoup d'informations. J'ai accéléré sur la fin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, je suis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'interroger. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai des fiches là avec les activités du cabinet outre le RGPD. Et, voilà. S'il n'y a pas de questions en ligne, on va arrêter l'enregistrement. L'esprit gagnant. CCI Martinique.